Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politico-haïtienne. Eh bien, nous sommes le 12 janvier 2025. 12 janvier 2025 nous rappelle la terrible date, le terrible anniversaire du 12 janvier 2010. Donc le sujet s'impose de lui-même. Nous allons rappeler ce qui s'est passé en ce 12 janvier 2010 et tenter de dresser un certain nombre de leçons que nous aurions dû apprendre, mais que malheureusement nous n'avons pas apprises. En sorte que le sujet de ce matin aurait aussi pu avoir pour titre « L'histoire politique haïtienne, une suite d'occasions ratées ». Vous me connaissez, vous me suivez déjà depuis près de 4 ans, je suis d'un naturel optimiste et peut-être même d'un irréductible optimisme, mais là, il faut poser le diagnostic cru quant à notre histoire politique. C'est une histoire d'occasion ratée, c'est une histoire d'opportunité ratée. Et l'une des dernières opportunités que nous avons ratées, c'est justement l'opportunité de construire un nouvel être haïtien, l'opportunité de jeter des bases pour une nouvelle Haïti. Après la perte de près d'un demi-million de nos compatriotes, on pensait que là, nous étions mûrs pour tirer ces leçons-là. Nous pensions alors que nous étions suffisamment matures pour apprendre, n'est-ce pas, ces leçons qui se sont imposées par nos 200 ans d'histoire. Pourtant, 15 ans après ce tremblement de terre, force est de constater que nous refusons d'apprendre, nous refusons de tirer des leçons qui s'imposent
En sorte que nos demi-millions de frères et de sœurs sont morts pour rien. Très rapidement, nos vieux réflexes d'amateurisme, nos vieux réflexes de clientélisme, nos vieux réflexes de corruption ont repris le dessus, en sorte que 15 ans plus tard, lorsque nous essayons de dresser le bilan de ce que nous avons appris après ce tremblement de terre, malheureusement, il est nul. Alors, malheureusement, étant donné les plateformes qu'on utilise, j'utilise à la fois la radio et la télé, il serait contre-productif de vous demander d'observer 1 minute de silence en mémoire de nos demi-millions de frères et de sœurs portés disparus. Mais je vous invite à le faire, vous. Vous pouvez vous le permettre chez vous. Mais sachez que pendant toute l'émission, j'aurai une pensée pour ces mères, ces pères. J'aurai une pensée pour ces filles, ces garçons. J'aurai une pensée pour ces personnages connus, ces personnes inconnues qui ont perdu la vie en ce 12 janvier 2010. C'est triste qu'ils soient morts dans un tremblement de terre, mais c'est encore plus triste qu'ils soient morts pour rien, car nous n'avons tiré aucune leçon de ce qui s'est produit en ce 12 janvier 2010. Vous connaissez le rituel? Nous allons nous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, d'autant que dans notre culture, en temps de deuil, comme en temps de joie, mais aussi en temps de deuil, on s'offre un café non sucré, un café amer, comme on dit chez nous, question de souligner que nous ne sommes pas en une situation de joie, nous sommes dans une situation de deuil. Alors, je vous invite à vous offrir ce café amer en mémoire de nos 500 000 disparus lors de ce terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. Le titre de l'émission, 12 janvier 2010, 12 janvier 2025, qu'avons-nous appris? Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, je vous avais promis de consacrer toutes nos réflexions de ce matin à ce terrible anniversaire du 12 janvier 2010. Nous sommes 15 ans plus tard. Nous avons été la cible d'une catastrophe naturelle. Et là, ça va être l'occasion pour moi de faire le distinguo entre catastrophe naturelle et catastrophe humaine. Vous me direz que la différence s'impose d'elle-même. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas si sûr que cela. Vous savez, bien sûr, le tremblement de terre est une catastrophe naturelle. Les sismologues vous le diront. Des tremblements de terre peuvent frapper à des zones déjà prévues. D'autant que dans le cas d'Haïti, le tremblement de terre qui nous a frappé n'est même pas celui qu'on avait prévu, n'est même pas celui qu'on avait annoncé. Et malheureusement, il est à craindre un autre tremblement de terre, il est à craindre une autre catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, même si elle est annoncée, elle est inévitable, on s'entend.
C'est pas pour rien qu'on l'appelle catastrophe naturelle. Que je sache, on ne peut rien faire pour éviter un tremblement de terre. Pas plus qu'on ne peut pas faire grand-chose, qu'on ne peut rien faire, devrais-je dire, pour éviter un ouragan. Le tremblement de terre frappe plusieurs pays au monde. Des ouragans frappent plusieurs pays au monde et on a vu aux États-Unis ces jours-ci, n'est-ce pas, des feux de forêt ravager littéralement, n'est-ce pas, une ville avec tout ce que cela entraîne en termes de pertes matérielles. Bon, ça c'est une catastrophe naturelle. Quoi que l'homme fasse, la nature demeure maîtresse d'elle-même. L'homme peut développer un certain savoir qu'on appelle science. L'homme peut développer un certain sens de prudence dans la mesure où il peut prévoir une catastrophe, il peut prendre la fuite, il peut construire autrement. Mais une catastrophe naturelle demeure une catastrophe naturelle. Mais une fois que je dis ça, dans le cas du tremblement de terre qui nous a frappé en ce 12 janvier 2010, il y a eu une catastrophe naturelle, mais il y a eu aussi une catastrophe humaine. Et j'ai l'impression que la catastrophe humaine dans le sens qu'elle est de main d'homme, j'ai l'impression que la catastrophe humaine est même plus grande que la catastrophe naturelle. Je m'explique. Et il ne faut pas oublier cela quand on dresse ces bilans. Le type de tremblement de terre qui nous a frappé par son intensité, il est énorme. L'intensité est grande comparée à d'autres types de tremblements de terre qui n'ont pas atteint notre niveau à l'échelle de Richter. Pourtant, il y a d'autres pays qui sont atteints par la même intensité, qui sont atteints par des tremblements de terre de la même intensité, qui sont parfois atteints par des tremblements de terre de plus forte intensité encore, et pourtant, les résultats sont moins grands que ceux que nous avons connus en Haïti. Donc, il y a lieu de se poser une question de mémoire. Au moment où nous avons été touchés par ce tremblement de terre intense, je l'avoue, sur l'échelle de Richter, le Chili de mémoire avait été frappé par un tremblement de terre aussi intense, sinon même plus intense. Et pourtant, lorsqu'on compare les dégâts que le tremblement de terre a causé en Haïti, comparé aux dégâts que le même tremblement de terre, avec une plus grande intensité, ou la même intensité a provoqué dans d'autres pays, je pense au Chili, mais les dégâts chez nous sont plus grands. Donc il faut se poser la question, est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire pour mitiger, c'est le terme en management, les dégâts que cette catastrophe naturelle, inévitable par définition, allait provoquer chez nous? Il faut poser la question, les amis. Je suis formé en management et l'une des leçons qu'on apprend en management, c'est que après chaque crise, il faut tirer des leçons. Une organisation apprenante ne peut pas se permettre d'accumuler des crises. Une organisation apprenante ne peut pas se permettre de passer d'une crise à une autre sans s'arrêter pour faire ce qu'on appelle le post-mortem de la chose et tirer les leçons qui s'imposent à partir de cette crise qu'on a vécue. Vous connaissez ce vieil adage qui dit que, mais écoutez, celui qui ignore son histoire est condamné à répéter les mêmes erreurs du passé. Et c'est dans ce sens-là que l'histoire d'Haïti est une suite d'occasions ratées. C'est dans ce sens-là que l'histoire d'Haïti est une suite d'opportunités ratées. Le tremblement de terre nous a frappés le 12 janvier 2010. On l'avait annoncé, d'ailleurs, il y a des experts français qui sont allés voir le président René Préval. En plus des experts français, nous avons de brillants sismologues en Haïti qui prévenaient l'État haïtien de l'imminence de ce tremblement de terre. Il est inévitable, le tremblement de terre, répétais-je. Mais est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire pour mitiger les dégâts, pour mitiger les effets dévastateurs de ce tremblement de terre sur nos communautés, sur nos populations? Là, je suis moins sûr.
Pourquoi je suis moins sûr? Mais vous n'avez qu'à jeter un regard sur la manière dont on construit en Haïti. Vous n'avez qu'à vous rendre ne serait-ce qu'une fois en Haïti pour vous rendre à l'évidence du fait que en Haïti, on construit comme des fous. Vous savez, l'une des premières responsabilités de l'État, c'est précisément l'aménagement du territoire. Quand vous étudiez en management public, eh bien, l'une des responsabilités de l'État, c'est justement l'aménagement du territoire. Car qu'est-ce que c'est que l'État? Sinon qu'un pouvoir légitime qui s'exerce sur une population dans un territoire donné. Et donc, l'une des grandes missions de l'État, c'est précisément d'organiser le territoire, c'est précisément d'aménager le territoire de manière à rendre la vie plus facile sur ce territoire, mais de manière à prévenir, de manière à mitiger les dégâts que des catastrophes naturelles inévitables, répétais-je, vont provoquer. Or, c'est là où l'État haïtien a toujours été irresponsable. Je dis bien, l'État haïtien a toujours été irresponsable dans les dernières années. Et cela est d'autant plus triste que quand j'ai relu des archives sur Toussaint Louverture, vous savez que j'ai publié, voilà 3 ans, une biographie de Toussaint Louverture. Avec Toussaint Louverture, nous sommes au XVIIIe siècle, pas vrai? Toussaint Louverture est gouverneur de l'île, mais quand Toussaint Louverture doit construire une ville, je pense à la ville d'Henry, je pense à la ville des Gonaïves, l'une des premières choses qu'il fait, il s'assoit avec les architectes, il s'assoit avec des ingénieurs, et dans les plans de la ville, tout est prévu. Il prévoit un endroit où on doit entreposer les déchets de chaque ville, et il prévoit un jour auquel tous doivent participer, tous et toutes doivent participer à des corvées, y compris Toussaint Louverture lui-même, pour brûler ces déchets. Il prévoit des endroits où des écoles doivent être construites. Il prévoit la dimension des routes, la dimension des chemins. Il prévoit des endroits où il ne faut pas construire. Et là, nous sommes au XVIIIe siècle. Nous sommes 300 ans plus tard. Si vous comparez les prévisions de Toussaint Louverture au XIXe siècle aux pratiques de nos administrateurs publics d'après, eh bien, il y a lieu de penser que nos hommes du XXe siècle, nos hommes du XIXe siècle, franchement, remontent à l'époque, n'est-ce pas, des cavernes. C'est à ce point tel qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et vous savez, ce n'est même pas une question de moyens, c'est une question de vision. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Ce n'est même pas une question de moyens, c'est une question de stature d'homme d'État. Vous savez, vous pouvez relire l'histoire politique d'Haïti des 200 dernières années. Franchement, je peux littéralement compter sur les doigts d'une main les hommes qui méritent le titre d'homme d'État dans notre histoire politique. Je reprends. Vous pouvez relire l'histoire d'Haïti des 200 ans. Je peux littéralement compter sur les doigts d'une main les hommes qui nous ont dirigés et qui méritent le titre d'homme d'État. Ils sont des politiciens, bien sûr.
Ils sont des usurpateurs de pouvoir, bien sûr. Ils se sont imposés au palais national. Ils ont utilisé la violence pour parvenir au pouvoir. Mais quand vous prenez le temps d'analyser leurs gestes, quand vous prenez le temps d'analyser leur politique publique, or 9 fois sur 10, ils n'ont pas de politique publique, vous dites, mais ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des politiciens. Vous connaissez sûrement, pour m'avoir entendu la répéter à quelques reprises au cours des 4 dernières années, vous connaissez la différence entre un politicien et un homme d'État. Le politicien ne pense qu'à une chose, se maintenir au pouvoir. Le politicien ne pense qu'à une seule chose, se faire réélire quand il accepte d'aller en élection. Alors que l'homme d'État, il pense à long terme. L'homme d'État pense à la collectivité. L'homme d'État pense à sa communauté. L'homme d'État pense à son pays. Or, dites-moi, les amis, quand vous regardez la manière dont on construit en Haïti, y a-t-il quelqu'un qui ait pensé pays? Y a-t-il quelqu'un qui ait pensé à l'avenir en émettant des permis de construction? Et je vous ai dit que ce n'est même pas une question de moyens. Quand vous vous rendez dans des endroits huppés, parce qu'il y a des endroits huppés, n'est-ce pas, en Haïti, quand vous vous rendez dans des endroits huppés, n'est-ce pas, à Port-au-Prince ou dans l'agglomération de Port-au-Prince, les maisons huppées ne sont pas construites de manière à tenir compte non plus de l'aménagement du territoire. Souvent, vous regardez l'espace entre deux maisons, vous regardez les dimensions des rues, mais vous dites, mais les gens qui ont construit ces maisons costaudes, ces gens qui ont construit littéralement ces manoirs, ces gens qui ont construit, n'est-ce pas, ces châteaux-là, est-ce qu'ils ont pensé que pour se rendre dans leur maison, mais il faut utiliser quelque chose qu'on appelle un véhicule, quelque chose qu'on appelle une voiture, si bien que quand on construit une ville, quand on aménage le territoire, il faut penser à des plans d'aqueduc. Voilà une autre chose à laquelle Toussaint Louverture avait pensé. Les plans, n'est-ce pas, de la conduction d'eau. Donc ce qu'on appelle l'aqueduc, tout ceci était prévu par Toussaint Louverture. Aujourd'hui, vous regardez la manière dont on construit à Port-au-Prince, dont on construit au Cap. Je suis natif du Cap haïtien, c'est honteux. Il suffit que 2 chiens pissent en même temps au Cap haïtien pour qu'il y ait inondation. Il ne suffit que de quelques gouttes de pluie pour que les rues, n'est-ce pas, au Cap haïtien soient inondées. Et quand on est inondé, qu'est-ce qu'on voit passer dans la boue? Qu'est-ce qu'on voit passer dans l'eau boueuse? Les déchets des gens. Qu'est-ce qu'on voit passer dans l'eau boueuse? Leur matière fécale. Qu'est-ce qu'on voit passer dans l'eau boueuse? Mais des gens, des cadavres qui sont morts. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont payés à titre de maire. Vous avez des gens qui sont payés, qui travaillent dans toutes sortes de ministères de l'intérieur et des collectivités territoriales. Nous avons toutes sortes de formules pompeuses que nous empruntons à d'autres. Mimétisme, n'est-ce pas, vous parlez, n'est-ce pas? Nous avons toutes sortes de termes ronflants parce que nous avons décroché des diplômes à l'étranger dans des universités respectables, mais nos diplômes en poche, nous rentrons en Haïti, mais nous refusons de mettre la science au service de l'administration publique. La vérité, c'est qu'on ne peut construire un État. La vérité, c'est qu'on ne peut construire une collectivité. La vérité, c'est qu'il ne saurait y avoir une population sur un territoire donné sans tenir compte de la fameuse question de l'aménagement de territoire, en sorte que je reviens à cette distinction conceptuelle, n'est-ce pas, que je faisais au début de l'émission. Oui, le tremblement de terre est une catastrophe naturelle inévitable, mais les dégâts du tremblement de terre, eux, sont des catastrophes humaines, sont des catastrophes, n'est-ce pas, faites de main d'hommes. Et pourquoi ce tremblement de terre a eu tant d'effets? Pourquoi ce tremblement de terre a provoqué tant de dégâts? Pourquoi ce tremblement de terre a provoqué tant d'effets dévastateurs? C'est précisément parce que l'État haïtien n'a jamais rempli l'une de ses grandes missions. C'est parce que l'État haïtien n'a jamais rempli l'une de ses grandes missions régaliennes, à savoir la question de l'aménagement du territoire. Vous savez que on n'a toujours pas en Haïti un cadastre sûr.
C'est tellement honteux, les amis. De même, lorsque je vous avais révélé il y a 2 ans qu'il n'y a pas de radar dans nos aéroports, les gens étaient surpris et ce n'est qu'après qu'ils ont réalisé, mais c'est vrai, on n'a pas de radar. On n'a pas de radar. Et ce n'est qu'après cette émission que Ariel Henry a tenté d'acheter quelques radars et puis le Nouvelliste a annoncé en grande pompe qu'on allait installer des radars en Haïti, mais on n'en a toujours pas. Imaginez, depuis tout le temps qu'on prend des avions, depuis tout le temps qu'on se rend en Haïti, mais il n'y a pas de radar. Mais ça, c'est une illustration, les amis. C'est une illustration de l'incurie de l'État haïtien. C'est une illustration de l'incurie de nos dirigeants. Nos catastrophes humaines sont plus grandes que les catastrophes naturelles. On ne peut rien faire pour éviter un tremblement de terre. Mais on peut aménager son territoire de telle sorte que les tremblements de terre ou d'autres catastrophes naturelles produisent des effets moins dévastateurs que ce que nous avons connu. C'est vrai qu'on parle du tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui nous révèle, et je vais en parler tout à l'heure, à quel point, n'est-ce pas, nous n'avons rien. Nous sommes dans le dénuement le plus total en matière institutionnelle, en matière d'équipement, mais avant même de parler de cela, si l'État avait rempli son rôle en matière d'aménagement de territoire, si l'État avait fait respecter ses principes, le pire, ces règles-là sont écrites quelque part. Si vous prenez le temps de lire les codes de bâtiments, n'est-ce pas, en Haïti, vous allez dire « Waouh, je me retrouve dans le meilleur pays du monde ». Mais les mêmes gens qui rédigent, n'est-ce pas, ces codes de bâtiments, ce sont ces gens-là qui acceptent de fermer les yeux sur la manière arbitraire dont on construit partout en Haïti, pourvu qu'on leur donne, n'est-ce pas, un pot de vin. En sorte que, du palais national jusqu'au dernier élu, jusqu'au dernier petit fonctionnaire, personne ne pense à la collectivité, personne ne pense, n'est-ce pas, à l'avenir. Tous pensent à se mettre un peu de fric dans les poches, en sorte que, quand il y a tremblement de terre, les dégâts sont beaucoup plus dévastateurs chez nous qu'ailleurs, parce que des notions de management public, comme l'aménagement du territoire, ne sont pas respectées chez nous. Imaginez ce que ce tremblement de terre a fait en 2010, et les sismologues continuent de nous avertir sur d'autres tremblements de terre possibles, sur d'autres tremblements de terre à venir. Imaginez ce que ça va produire comme dégâts plus tard. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons rien appris. Rapidement, les gens ont recommencé à construire à flanc de montagne. Rapidement, les gens ont recommencé à construire, n'est-ce pas, sans tenir compte des notions élémentaires, n'est-ce pas, d'aqueduc ou autre chose de ce genre. Et vous avez des gens dans divers ministères qui sont payés pour veiller à l'aménagement du territoire, qui sont payés pour faire respecter ces règles-là, qui continuent de se faire payer par l'État, mais qui se font payer par des particuliers de manière à fermer les yeux sur le non-respect de ces règles-là, en sorte que, en Haïti, je vais vous regarder dans les yeux pour vous le dire, nous vivons comme des imbéciles. Quand vous regardez les gens qui vivent en Haïti, il y en a qui vivent en Haïti par choix, d'autres qui sont obligés de vivre, mais honnêtement, nous vivons comme des imbéciles. Dany Laferrière avait utilisé une formule que j'aime bien. Il dit, écoutez, les gens en Haïti vivent comme des voyageurs dans un avion. Il y en a qui ont pris des sièges de première classe et d'autres qui sont en siège économique. Et tout à coup, on nous annonce qu'il y a une bombe dans l'avion. Vous allez l'annoncer à ceux qui sont en première classe, ils disent, mais écoutez, c'est pas grave, nous sommes en première classe. C'est confortable là où nous sommes en première classe, on nous sert du bon vin, nous sommes en première classe, on nous sert des repas, mais les gens en classe économique, ils n'ont rien. Mais la vérité, c'est qu'au moment où la bombe va exploser, on va tous crever. Mais c'est ça Haïti aujourd'hui, les amis. Par le fait que ceux qui ont de l'argent ne respectent pas plus les règles. Au contraire, ils sont ceux qui ne les respectent pas parce qu'ils peuvent payer ceux qui sont au pouvoir pour ne pas les respecter. Mais nous vivons comme des imbéciles. Ceux qui construisent des maisons costaudes, ceux qui construisent, n'est-ce pas, des taudis, construisent littéralement n'importe comment, n'importe où.
Ceux qui ont de l'argent se disent, au moins nous sommes confortables, nous sommes en première classe dans l'avion. Ceux qui n'ont pas les moyens disent, au moins on a un endroit, n'est-ce pas, où dormir. La vérité, c'est qu'à chaque fois qu'une catastrophe naturelle va frapper, les dégâts humains, les dégâts qui sont causés par notre insouciance, les dégâts qui sont causés par notre inconscience, les dégâts qui nous sont causés par nos conneries, vont être plus grands que la catastrophe naturelle, en sorte que ce n'est pas tant le tremblement de terre, et je vais peser mes mots pour vous le dire, ce n'est pas tant le tremblement de terre qui a tué 500 000 de nos frères et sœurs, c'est l'État haïtien qui les a tués. C'est l'État haïtien qui les a tués par son manque de professionnalisme. C'est l'État haïtien qui a tué ces gens-là par son manque de sens de l'État. C'est l'État haïtien qui a tué ces gens-là par son manque de patriotisme. C'est l'État haïtien qui a tué ces gens-là par sa corruption. En sorte que oui, on ne pourra toujours pas éviter des tremblements de terre, mais on pourrait tirer des leçons qui s'imposent en matière d'aménagement de territoire pour qu'en cas de tremblement de terre, il y ait moins de dégâts humains. Mais tout le monde s'en fout dans ce pays, tout le monde s'en fout. Le pire, vous avez des politiciens qui sont morts dans ce tremblement de terre. Vous avez des politiciens qui se retrouvaient justement sous des décombres pendant des heures, pendant des jours. On les a sortis de là à grande difficulté. Vous savez quoi? Quand ils sont revenus, ils ont recommencé à se livrer aux mêmes pratiques de corruption, aux mêmes pratiques de politique aérie. Chez nous, on dit, et je traduis, le microbe qui doit tuer l'haïtien n'a pas encore été conçu. Mais je vais paraphraser en disant, la catastrophe naturelle qui doit frapper l'haïtien pour qu'il comprenne enfin, Dieu ne l'a pas encore conçu. Si un tremblement de terre qui a emporté un demi-million de personnes n'a pas suffi pour faire prendre conscience à nos dirigeants qu'il nous faut gérer autrement l'aménagement du territoire, je ne vois vraiment pas ce que la nature doit provoquer pour qu'on comprenne enfin. Donc, c'était important pour moi de dresser ce distinguo entre catastrophe naturelle inévitable et catastrophe humaine évitable. En sorte que ce n'est pas tant le tremblement de terre qui a emporté 500 000 personnes, j'insiste pour le dire, que l'incompétence, l'incurie, l'amateurisme, la corruption des divers dirigeants haïtiens qui se sont succédés au cours de nos 200 ans d'histoire, voilà ce qui a emporté un demi-million de personnes. Si on avait aménagé le territoire autrement, si on avait imposé les règles du code de bâtiment tenant compte de la science, bien sûr qu'il y aurait tremblement de terre. Mais le tremblement de terre aurait des effets moins dévastateurs, à l'image par exemple de ce qui a été produit au Chili ou dans d'autres pays qui pourtant connaissent des tremblements de terre beaucoup plus intenses à l'échelle de Richter. On va observer une autre pause, toujours en pensant à nos 500 disparus, tués par l'État haïtien à l'occasion du tremblement de terre. C'est comme ça qu'il faut formuler la chose. Le tremblement de terre n'a été l'occasion d'une catastrophe naturelle, mais la plus grande catastrophe, c'est la catastrophe de l'État haïtien qui a tué 500 000 personnes parce que l'État n'a pas rempli sa mission régalienne d'aménagement du territoire. Ce n'est toujours pas le cas 15 ans plus tard. Et ce n'est le cas nulle part sur le territoire haïtien. Regardez ce qui se passe au Cap. Quelques gouttes de pluie. Et voilà, nous sommes exposés à toutes sortes de maladies. Vous avez des gens qui sont payés, n'est-ce pas, dans des ministères de santé publique qui ne foutent rien. Parce que dans l'histoire d'Haïti, répétais-je, on peut compter sur les doigts d'une main les hommes qui nous ont dirigés et qui méritent le titre d'homme d'État. Ce sont des politiciens, ce sont des politiques ailleurs, ce sont des politiciens, mais qui n'ont aucun sens de l'État, contrairement à nos ancêtres qui pensaient à l'avenir. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi
avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Avant la pause, on s'était promis de continuer à relever un certain nombre de leçons que nous aurions dû avoir apprises pendant les 200 dernières années, mais que nous refusons d'apprendre. Parce que nos dirigeants agissent en imbéciles, ils agissent en inconscients. Une autre leçon à apprendre, à part le fait que nos dirigeants ne sont pas des gens d'État qui pensent à l'aménagement du territoire, contrairement à Toussaint Louverture le Grand, Toussaint Louverture le Magnifique, Toussaint Louverture l'Illustre. C'est des gens qui étaient en avance de leur temps. J'ai une bonne amie qui les appelle avec raison des Atlantes. C'est des gens qui viennent de ce continent dit disparu, de l'Atlantide, pas vrai? Ils étaient en avance de leur temps. Ils étaient là où ils devaient être. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, non pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Alors, regardons, les amis, une autre leçon. L'une des leçons les plus affligeantes que nous aurions pu apprendre, parce qu'elle nous ouvre les yeux sur une réalité criante, mais tellement humiliante, c'est que nous n'avions rien lors du tremblement de terre. C'est vrai qu'il y avait sur papier quelque chose qu'on appelle Centre national d'équipement, CNE. René Préval avait créé ce machin parce qu'il avait détruit le ministère de machin là, transport public et de travaux publics, de gros termes qui ne veulent rien dire, mais le Centre national d'équipement, Centre national grâce auquel Jude Célestin s'est enrichi. Disons les vraies choses. Mais le Centre national d'équipement aurait dû être une entité d'État dont la mission première est de s'équiper, dont la mission première est de se doter d'équipements lourds pour répondre aux besoins de la population haïtienne en cas de catastrophe naturelle. Quand on dit équipement lourd, on n'a pas à réinventer la roue à chaque fois. On se compare à des pays qui nous ressemblent. On envoie nos experts constater sur place ce qu'ils ont et on se dote de ce qu'ils ont. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. C'est aussi pour ça qu'il y a un budget national. Pas vrai? Vous et moi sommes des pères et mères de famille. Nous avons un budget de famille, mais il y a des choses qui sont essentielles dans la maison. On n'achète pas que de la nourriture. Quand on est père et mère de famille, il y a des instruments qui sont essentiels à la gestion d'un foyer. On se dit, mais si jamais il y a une catastrophe, mais il nous faut telle ou telle chose. Eh bien, mais c'est la même chose pour un pays, les amis. René Préval a décidé de créer ce machin chouette qu'on appelle Centre national d'équipement, fine, mais il devrait y avoir un budget substantiel alloué à ce Centre national d'équipement pour s'équiper de machinerie lourde, pour doter le pays de machinerie lourde en cas de catastrophe naturelle. On va regarder ce que des pays qui nous ressemblent ont. On va regarder ce que des pays qui sont plus avancés que nous ont. Et alors là, on se dit, mais tiens, puisque nous sommes situés dans une zone, n'est-ce pas, qui est régulièrement exposée à des ouragans, à des tempêtes, qu'est-ce que cela nous prend pour nous préparer lors des tempêtes? Et alors, on se dote de ces équipements. Et lorsqu'on va se doter de ces équipements, on n'y va pas, n'est-ce pas, comme des corrompus qui font appel à des petits amis de manière à avoir leur commission. Non, on fait appel à un marché public, n'est-ce pas? On va comparer les meilleures compagnies, les meilleurs fournisseurs, et on se dote là où
Il y a les meilleurs équipements à meilleur coût. C'est comme ça qu'on gère un pays, les amis. Avez-vous remarqué que lors de ce tremblement de terre, malgré le fait qu'on disait avoir un centre national d'équipement qui enrichissait les uns et les autres, dont Jude Célestin, on n'avait rien. On n'avait rien. Le pire, si en 2010, on n'avait rien en matière d'équipement lourd, 15 ans plus tard, notre situation s'est empirée. On n'a toujours rien. On n'a toujours rien. Quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a une maison qui s'effondre, c'est souvent des équipements de particuliers ou bien des particuliers qui font don d'un équipement lourd pour aider l'État haïtien. C'est tellement honteux. Quand il y a une catastrophe naturelle, je revois, n'est-ce pas, les effets dévastateurs de ces pluies diluviennes au Cap haïtien, mais l'État est toujours démuni et puis ils font plein de réunions, ils vont réagir. Nous n'avons rien, les amis. Pourquoi nous n'avons rien? C'est parce que nous n'avons pas d'institution. Sur papier, Haïti, c'est le plus beau pays du monde. On a toutes sortes d'entités, on a toutes sortes d'unités, on a toutes sortes de ministères. Il y a des budgets qui sont prévus, n'est-ce pas, pour équiper ces entités-là. Mais quand vous allez voir, dans la réalité, on n'a rien. Quand le tremblement de terre est arrivé, enfin c'est la phrase risible de René Préval, my palace collapse. Mais un, c'est pas votre palais, c'est le nôtre. Mais de deux, le gars se tenait devant du monde. Ah oui, le président Obama m'appelle, le président un tel m'appelle, je n'ai pas eu de ligne de téléphone, je ne sais pas comment répondre. Mais crétin, vous devriez avoir honte. Au temps de René Préval, 65% du budget national, vous écoutez ça? 65% de notre budget national dépendait des dons des pays étrangers. C'est tellement honteux. Bien sûr que les pays ont besoin de coopération. Pendant nos premières années d'histoire, nous avons aidé tant de pays, je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais il y a coopération. Mais il y a vivre aux dépens des autres, il y a coopération, il y a aussi vivre, n'est-ce pas, au crochet de la communauté des nations malveillantes. Quand cela nous est arrivé, nous étions à ce point démunis que pour tirer des survivants des décombres, les civils sont intervenus les mains nues. En sorte que la plupart des gens qui ont survécu aux décombres l'ont été grâce à l'intervention des civils qui sont intervenus de manière volontaire à main nue. Parce que l'État haïtien n'a jamais pensé à se doter d'équipements lourds en cas de catastrophe naturelle. Vous pensez que c'est normal, ça? Vous pensez que c'est normal? Le pire, 15 ans plus tard, si à Dieu ne plaise, comme on dit en créole, mandez mon Dieu pardon, si à Dieu ne plaise, il devait y arriver, n'est-ce pas? Il devait y avoir un autre tremblement de terre, on serait encore plus démunis que nous l'avons été il y a 15 ans. Pourquoi? Parce que pendant les 15 dernières années, nos politiciens sont devenus de plus gros voleurs encore qu'ils n'ont été il y a 15 ans. Pendant les 15 dernières années, nos politiciens sont devenus de plus grands corrompus encore qu'ils ne l'ont été il y a 15 ans. Pour quelle raison? Parce que nous avons détruit toutes nos institutions. Ce que ce tremblement de terre nous a appris, ou aurait dû nous apprendre, c'est que nous n'avons pas d'institutions. En 200 ans d'histoire, citez-moi une seule institution qui marche en Haïti. J'aime à dire dans mon livre Haïti Miroir, en décompositions avancées, il y a deux sortes d'institutions qui ne sont pas des institutions. Vous avez des églises qui marchent et vous avez les banques. Les deux volent. Les banques volent des gens. Les banques prennent mon argent et elles refusent de me prêter de l'argent. En sorte que
Plus de 100 ans après l'histoire des banques en Haïti, j'aime à le redire, la banque continue à prêter de l'argent qu'à 6% de sa clientèle, ce qui est un non-sens. Entre-temps, vous déposez de l'argent américain dans une banque, vous réclamez votre argent américain, la banque dit non, moi je n'ai pas d'argent américain à vous donner, je vais vous le donner en gourde. J'envoie de l'argent en devise américaine en Haïti, l'agence me promet qu'on va livrer l'argent en américain en Haïti, la banque, qui est une institution de vol, décide à son propre taux de donner l'argent aux bénéficiaires en gourde, après que la banque a décidé à quel taux elle allait vendre le dollar en gourde. Vous voyez, c'est les banques et les églises. Et les églises. Les églises, parce que c'est du n'importe quoi. On vend du vent, on vend des illusions, on vend Jésus, on vend Satan. Et vous devez payer pour un Jésus qui est censé mourir à votre place par grâce, sans que cela ne vous coûte rien. Mais Jésus ne coûte peut-être rien, mais aller à l'église aujourd'hui, entretenir son salut dans une église, putain que ça coûte cher. Donc il n'y a que deux choses en Haïti qui marchent, parce que les deux sont des institutions de vol, de corruption et de rapine, les églises et les banques. Sinon, rien ne marche dans ce pays. Rien. Nous n'avons pas d'institution. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, pour réflexe de nous doter d'équipements en cas de catastrophe. Pour quelle raison? Parce que nous avons développé, au cours des 50-60 dernières années, une mentalité de mendicité au terme de laquelle nous continuons à quémander même le nécessaire auprès des nations malveillantes parce qu'on se dit, s'il y a une autre catastrophe, n'est-ce pas, naturelle, eh bien, ces mêmes pays seront là pour nous jeter des miettes comme à des chiens. Nous n'avons rien. Dites-moi, quelles institutions post-sismiques avons-nous mises sur pied? Donc, depuis les 15 dernières années, quelles sont les institutions que nous avons mises sur pied de telle sorte à mitiger les prochaines catastrophes? Rien, on s'en fout. On continue à fonctionner en Haïti comme de gros imbéciles en se disant qu'au moins nous sommes, n'est-ce pas, dans la classe d'affaires. Les autres sont dans la classe économique. Donc, s'il y a une bombe, on pense de manière imbécile que c'est ceux qui sont dans la classe économique qui vont mourir. Nous allons tous crever comme des imbéciles parce que nous agissons comme de gros imbéciles. Il n'y a pas de pays qui fonctionne sans institution. 15 ans avant, nous vivions au crochet de la communauté des nations malveillantes. 65% de notre budget dépendait des dons. 15 ans plus tard, c'est encore pire. J'imagine aujourd'hui, c'est 80% de notre budget qui doit dépendre, n'est-ce pas, de ce que nous recevons comme des miettes à des chiens de la part des communautés internationales. Si nous avons été démunis lors du tremblement de terre, si nous avions et continuons de construire comme des imbéciles dans ce pays sans tenir compte de la question de l'aménagement du territoire, vous savez à la base, ce qui explique tout cela, notre corruptibilité, notre corruption. On dirait que l'homme haïtien, et on va se dire les vraies choses, cultive le germe de la corruption. De la personne qui travaille chez vous jusqu'à la personne qui se trouve à la primature ou au palais national, tous pensent à se faire de l'argent de toutes les manières, à se faire de l'argent dans toutes les circonstances, sans tenir compte, n'est-ce pas, des conséquences. Pour quelle raison? Parce que la corruption se pratique en Haïti en toute impunité. Selon vous, pourquoi sommes-nous en train de rater cette transition? On est en train de la rater, la transition, pour une seule raison, pour la corruption. Vous avez 3 membres du conseil présidentiel qui ont été pris les culottes baissées, la main dans le sac, dans un jeu de corruption. Et vous avez les 6 autres qui, dans le même jeu de corruption, refusent de les congédier de manière à
ne pas faire tomber tout le CPT, mais quand vous regardez le travail du CPT, qu'est-ce qu'il fait le CPT? Mais il se met de l'argent en poche. Le CPT est là pour se servir dans un jeu de corruption parce que il n'y a aucune institution en Haïti qui punit les corrompus. Mais les prisons, c'est pour les pauvres. Les prisons, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer les juges. Les prisons, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de bouder les juges. Donc, pourquoi le tremblement de terre a causé tant de dégâts humains? Pourquoi le tremblement de terre, qui est une catastrophe naturelle, a-t-il provoqué tant de catastrophes humaines, c'est-à-dire faites de mains humaines? C'est à cause de nos réflexes de gens corrompus. Vous savez ce que l'expérience avec le CPT m'apprend? Je vais vous dire ce que j'apprends, moi. Je croyais en cette formule collégiale. Je croyais en cette formule de collégialité car je me disais naïvement que c'est peut-être là un rempart contre la corruption. C'est peut-être là un rempart contre le népotisme. C'est peut-être un rempart contre le clientélisme. Quand on a 9 personnes, mais il est difficile que 9 personnes se mettent à voler sans que l'une d'entre elles n'aille dire que « Ah, mais tiens, les 8 autres volent. » Je m'étais trompé, je vous l'avoue. Mais vous savez ce que l'expérience du CPT m'apprend? Une phrase que j'avais apprise à l'école, elle est de Thomas d'Aquin et je vais l'appliquer dans le contexte haïtien. Écoutez bien. Thomas d'Aquin avait dit « Il faut un minimum de bien pour pratiquer la vertu ». Écoutez bien. Je vais vous aider à comprendre ce qui se passe là. Et c'est toute notre histoire. Disons, tu travailles dans une boulangerie. Le boulanger refuse de te payer. Tu as une famille à nourrir. Et tous les jours, tu es exposé à des pains chauds. C'est même toi qui les fais, ces pains-là. Après un certain temps, la question, ce n'est pas tant est-ce que tu vas voler, la question c'est quand tu vas voler. Et c'est Thomas d'Aquin qui a eu la sagesse de le dire, il faut un minimum de bien pour pratiquer la vertu. Pour pratiquer la vertu, il faut un minimum. Il faut satisfaire le primum vivere. Vous savez ce qui se passe en Haïti? La plupart des gens, mais l'écrasante majorité des gens qui sont au pouvoir n'avaient rien juste avant de parvenir au pouvoir. Ils n'avaient pas d'argent, ils mangeaient un repas sur 10 quand ils le mangeaient. Ils n'avaient pas un endroit où vivre. Et quand ils parviennent au pouvoir, d'ailleurs, ils ont tout fait pour parvenir au pouvoir, leur premier réflexe, c'est quoi? C'est de se donner à manger. Leur premier réflexe, c'est de mettre de côté un peu d'argent pour s'assurer de ne plus jamais retourner dans l'état de pauvreté où ils étaient avant d'être parvenus au pouvoir, car ils savent qu'ils ne sont pas là pour toujours. Et si vous regardez l'histoire de notre pays, quand quelqu'un parvient au pouvoir, son premier réflexe, c'est de voler de manière à ne plus manquer de rien. Parce que ce strict minimum dont parle Thomas d'Aquin, il ne l'avait pas. Il faut un minimum de bien pour pratiquer la vertu. Et donc, lorsqu'ils parviennent au pouvoir, où ils sont exposés désormais à des ressources, ils ne peuvent pas pratiquer la vertu de l'intégrité. Il faut qu'ils volent dans un premier temps pour s'assurer de ne plus manquer de rien. Mais c'est ce qui arrive. Les gens du CPT, c'était des gens désargentés. C'est des gens qui n'étaient pas au pouvoir depuis une bonne vingtaine d'années. C'est des gens qui rongeaient leurs freins. Et maintenant qu'ils sont au pouvoir, je parle du CPT et de tout le gouvernement, n'est-ce pas? Regardez leur profil. Vous allez dire, ah, je comprends pourquoi ces gens-là. Avant même de penser à la problématique de la sécurité, avant même de penser à la problématique de la famine de la population, avant même de penser, n'est-ce pas, à des questions très abstraites comme de lancer des procès, n'est-ce pas, contre la corruption, ils se disent, écoutez, nous là, on doit s'assurer de bien manger, on doit s'assurer d'avoir, n'est-ce pas, des gens qui sont affectés à notre sécurité, on doit s'assurer d'avoir désormais un salaire. Voilà pourquoi ils se font payer jusqu'à 60 000 $ américains par mois. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets.
l'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Mais ça, c'est l'histoire de tout Haïti. Pourquoi, selon vous, lors du tremblement de terre, on n'avait rien, malgré le fait qu'on avait un centre national d'équipement? Mais parce que le budget qui était alloué à ça était détourné par des gens qui avaient faim. Avant de parvenir au pouvoir, ils avaient faim. Quand ils sont parvenus au pouvoir, ils n'avaient peut-être plus faim. Mais par peur d'en manquer un jour, ils sont restés au pouvoir pour continuer à voler et à détourner des fonds. Pourquoi 15 ans plus tard, si à Dieu ne plaise, on devait être frappé par une catastrophe naturelle, on n'aurait toujours rien parce que ceux qui sont au pouvoir continuent de détourner des fonds publics. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'institutions qui punissent en Haïti. Pourquoi? Parce que la corruption se fait en toute impunité en Haïti. Pourquoi? Parce que en Haïti, quand on est au pouvoir et qu'on ne vole pas, mais on nous traite d'imbécilité. Mais quand on est au pouvoir et qu'on vole, mais c'est alors que nous sommes intelligents. Les gens du CPT sont intelligents. Les gens qui sont dans les divers ministères de ce gouvernement de transition, ils sont intelligents. Tout comme ceux qui étaient au pouvoir sous Ariel étaient intelligents. Entendons voleurs. On ne peut construire un pays sans institution qui punit. Quel est le rôle de la justice? La justice est là pour prévenir. La justice est là pour punir. La justice doit punir de telle sorte qu'on ne reproduise pas les mêmes comportements. Mais quand le ministère de la Justice ne punit plus, mais c'est qu'il encourage la corruption et le vol. Et c'est ce qui se passe, les amis. Nous n'avions rien il y a 15 ans, parce que nos dirigeants sont corrompus. 15 ans plus tard, nous n'avons toujours rien, pas parce que nous n'avons plus de ressources, mais c'est parce que ceux qui nous dirigent continuent de détourner les fonds publics. J'ai la tristesse de constater que j'ai eu raison. Ce n'est pas dans une latrine que se trouve Leslie Voltaire, il se trouve dans une caverne d'Ali Baba, à s'offrir 60 000 $ américains par mois, à rouler dans des voitures de fonction, à nommer des petits amis à toutes sortes de postes. Et vous les regardez, ces gens-là, ils sont tout heureux.
Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un avion qui va exploser, là. Mais ils se disent, nous sommes en première classe. Je vous disais, vous savez quelle leçon j'ai apprise dans cette affaire de pouvoir collégial? Il ne faut jamais confier le pouvoir politique à des gens qui n'ont rien. Je vais vous le répéter, ça. Il ne faut jamais confier le pouvoir politique à des gens qui n'ont rien. Le fameux « il faut un minimum de biens » de Thomas d'Aquin pour pratiquer la vertu. Quand vous confiez le pouvoir politique à des gens qui n'ont rien, et surtout dans un contexte d'absence totale d'institutions, donc il n'y a pas d'institution qui punit, donc la justice ne fonctionne pas, quelqu'un qui n'a rien, qui parvient au pouvoir, son réflexe est de se remplir les poches. Le plus vite, parce qu'il sait qu'il n'est pas là pour toujours, il sait qu'il n'a pas de légitimité électorale, il se remplit les poches en faisant fi de toutes les promesses qu'il avait faites avant. Ces gens-là ont écrit un si bel accord. J'ai applaudi, j'en ai parlé à cette émission et j'assume. Mais précisément parce qu'ils sont dépourvus de ce minimum de biens dont parle Thomas d'Aquin, mais ils ne peuvent pas pratiquer la vertu. Quand on est pauvre et qu'on parvient au pouvoir, le seul bouclier qui nous empêche de voler, ce sont les institutions comme des institutions de la justice. Et quand vous n'avez pas d'institutions de justice qui marchent dans ton pays, quand quelqu'un qui n'a pas de bien parvient au pouvoir, il vole, il détourne, il corrompt. Notez qu'en Haïti, ce ne sont pas seulement ceux qui n'ont rien qui volent, tous volent. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'institution. Le tremblement de terre, c'était l'occasion aussi pour nous de découvrir comment les réflexes de vol, les réflexes de corruption sont tout simplement humains. Et ce qui nous protège contre le vol, ce qui fait en sorte que je ne vole pas, ce qui fait en sorte que vous ne volez pas, ce n'est pas tant parce que nous ne partageons pas la même nature, que parce que je me dis, ah, mais je vis dans un pays où il y a des institutions, si je vole, je risque de me faire arrêter, alors là, je ne volerai pas. Vous vous souvenez, quand vous étiez au primaire, il y avait cette chanson. Je traduirai. Hein? Ce premier doigt dit, maman, j'ai faim. Ce deuxième doigt dit, écoutez, qu'est-ce que j'ai à foutre? Le troisième doigt dit, allons voler. Le quatrième doigt dit, ah, on risque de se faire prendre. Et le cinquième dit, puisqu'on risque de se faire prendre, je ne volerai pas. Vous vous souvenez, on va rappeler ça en créole. S'il a dit maman, moi, grand goût, s'il a dit ça pour me faire pousser, s'il a dit en aller voler, s'il a dit si aucun bénou, s'il a dit ah, moi, je ne pas la donne. Et vous savez, nous avons cette sagesse, hein. Celui-ci dit, ah, maman, j'ai faim. L'autre dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Le troisième dit, mais allons voler. Le quatrième dit, ah, on risque de se faire prendre. Et le cinquième dit, ah, mais puisqu'on risque de se faire prendre, alors là, je ne volerai pas. Mais quand on connaît la nature humaine, ce sont les institutions qui nous empêchent de commettre le mal. Ce sont des institutions qui nous empêchent de sombrer dans la fraude. On l'a vu lors du tremblement de terre. La Croix-Rouge a détourné des fonds publics, mais il s'agit d'un pays de nègres, tout le monde s'en fout. Les Clinton ont détourné des fonds de la construction vers leur Clinton Foundation. Puisqu'il s'agit d'un pays de nègres, tout le monde s'en fout. La commission intérimaire pour la reconstruction, la CIRH, au conseil de laquelle siégeaient des nationaux et des internationaux, ils ont tous volé. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que dans un pays comme le Canada, dans un État comme le Québec, même s'il y a corruption, on va quand même faire attention parce qu'il y a des institutions qui veillent. Chez nous, on ne se donne pas d'institutions qui veillent. Alors le risque de se faire prendre du quatrième doigt n'existant pas, alors tous volent. Les amis, c'est triste. C'est triste de constater comment
Notre histoire haïtienne, c'est une histoire d'opportunités ratées, une histoire d'événements ratés. Regarde, ce tremblement de terre, il s'est produit. C'est un tremblement de terre naturel, d'accord? Les dégâts, eux, sont humains parce que nous n'avons pas su prévenir. Or, administrer, c'est prévoir. Si un Toussaint Louverture a su aménager un territoire, à combien plus forte raison, nous, avec toute la science dont nous disposons, devrions-nous faire montre de préparation, de science. Mais nous n'avons pas fait. Mais je disais une suite d'événements ratés. Vous avez exemple, cette affaire de Fonds national pour l'éducation lancée par l'équipe de Laurent Lamotte, équipe détestable, hein, et de Michel Martelly, voleur de son État. Mais c'est un bon réflexe. Sur chaque dollar que vous et moi de la diaspora envoyons vers Haïti, l'État perçoit un certain montant, soi-disant, pour l'éducation. Mais ça aussi, c'est une occasion ratée. L'argent est détourné. Autant de Martelly, personne ne rendait compte. Autant de Jovenel, on a fait un rapport bidon. Sous Ariel Henry, aucun rapport. Et là, c'est terrible, les politiciens. J'ai eu mon ami là. J'ai mon ami Antoine Augustin. C'est mon ami qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation. Je me rappelle avoir eu une longue conversation avec lui au moment où on le nommait ministre de l'Éducation. Et il me promettait de lancer, dans les 100 jours de son installation, un audit sur ce Fonds national de l'éducation. On doit savoir quels montants sont recueillis tous les mois et à quoi ce montant-là sert. Je cherche encore cet audit promis par mon ami Antoine Augustin, ministre de l'Éducation de son État. Finalement, c'est décourageant. Les politiciens haïtiens nous apprennent tous les jours que l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. On dirait que à 1 minute du pouvoir, les gens sont, waouh, bien intentionnés. Ils sont au pouvoir, ils s'installent, ils oublient la vertu. Que faire? Vous vous souvenez de ce que je disais tout de suite après la mort, enfin après l'assassinat de Jovenel, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, il faut y revenir. On ne saurait faire du neuf avec du vieux. Il ne faut plus confier le pouvoir à des gens qui sont dépourvus d'un minimum de biens. Quand on est dépourvu du primum vivere, quand on parvient au pouvoir, on vole, on détourne. Il faut revenir à ma fameuse trilogie des gens compétents, des gens patriotes, des gens intègres. Mais pour qu'ils soient intègres, il faut bien qu'ils aient ce minimum de biens. Et la responsabilité de cette nouvelle équipe va être de jeter les nouvelles bases, lancer de nouveaux chantiers et surtout doter le pays d'institutions qui punissent. Sans institutions qui punissent, tous ceux qui vont parvenir au pouvoir vont voler comme les autres et ils vont voler en plus grande quantité encore pour s'assurer de ne plus jamais manquer de rien. Voilà un tremblement de terre inévitable, mais dont les dégâts auraient pu être mitigés, dont les dégâts auraient pu être moindres si l'État gérait avec un peu de science, si l'État gérait avec un peu de conscience, si l'État gérait avec un peu d'humanisme. Nous sommes en train de rater cette transition pour les mêmes raisons qu'on a raté toutes les opportunités de ces 200 dernières années. C'est triste, les amis, mais parfois il faut poser le diagnostic tel qu'il est. Refuser de dire qu'on n'a qu'une petite migraine alors qu'on a un cancer. Refuser le Tylenol parce que ce qu'il faut, c'est une chirurgie en profondeur. Vive Haïti, les amis. Gardons le moral quand même, car tant que va le moral, tout va.
Bonne semaine. Au revoir.